Ah, désolé, je t'ai pas vu arriver. T'attends depuis longtemps? Moi non, mais eux oui. Salut à tous mes chers abonnés, désolé du temps que cet épisode a mis à sortir, vous avez dû vous impatienter. Vous êtes combien au fait? Dans tous les cas, j'ai enfin ma nouvelle caméra et je vous promets que les épisodes suivants sortiront beaucoup plus rapidement et assez régulièrement. Commençons donc sans plus tarder ce deuxième épisode de Mots de tête consacré à la cécité d'inattention. Pour un peu mieux le comprendre, nous allons d'abord nous attarder sur ce qu'est l'attention. Tout d'abord, il ne faut pas confondre attention et perception. La perception désigne la capacité que nous possédons à nous relier au monde qui nous entoure par le biais de nos sens ainsi que de leur interprétation faite par notre cerveau. Admettons que comme moi vous soyez entouré par 7 pièces. Vous pouvez voir et reconnaître chaque objet sans avoir besoin de focaliser sur un en particulier. Votre perception suffit à les identifier. Vous voyez donc cette pièce comme un tout, ne détaillant pas chaque sensation et évitant donc ainsi votre cerveau de passer en mode TMI, Too Much Information, avec un accent magnifique. Cependant, votre cerveau, même lorsque vous ne faites que percevoir, trie les informations. Certaines perceptions sont présentes en permanence et votre cerveau en fait abstraction par intérêt. Vous ne me croyez pas? Pendant que vous regardez cette vidéo et au cours de votre vie en général, vous ne faites pas attention à plein de petites choses que votre cerveau perçoit. Par exemple, en ce moment, vous ressentez le poids de vos vêtements ou la façon dont vous êtes assis ou allongé, l'emplacement de vos mains ou la position de votre langue dans votre bouche. Plein de petites choses très dérangeantes si vous y prêtez attention. Encore heureux que ça n'arrive pas si souvent. Vous venez de comprendre ce qu'est la perception et l'attention. L'attention est simplement le fait de focaliser votre concentration sur un objet, un sens ou une pensée en particulier. Reprenons notre pièce et ajoutons-y des valeurs. Pour simplifier, nous ne tiendrons compte que de la vue et de l'ouïe, mais cela fonctionne de la même façon avec tous les sens. Pour le moment, vous ne focalisez pas. Votre concentration est donc répartie équitablement entre tous vos sens sur toute la surface que vous percevez. À présent, vous allez vous concentrer sur un objet en particulier. Cet objet ne demande l'utilisation que de la vue. L'attention portée à votre ouïe va donc baisser, ainsi que celle portée à votre vision périphérique, celle qui est autour de l'objet en question. Par contre, la concentration de votre vision portée sur l'objet en question va fortement augmenter. Si au contraire vous vous concentrez sur votre ouïe, votre concentration basculera sur les sons perçus, et votre vision globale baissera. Il est également possible de se concentrer uniquement sur ses pensées, dans ce cas chaque sens sera diminué mais votre imagination ou vos pensées seront beaucoup plus claires. Par contre, il est impossible de se concentrer sur deux choses à la fois. Si certains pensent le contraire, soit vous vous concentrez sur une chose et l'autre n'est que perçu, soit vous vous concentrez sur l'un puis l'autre alternativement, soit vous vous concentrez sur aucun des deux. Vous pouvez faire deux choses en même temps, mais vous ne pouvez pas être efficace sur les deux. Maintenant que vous connaissez parfaitement ce qu'est la perception et l'attention, vous comprendrez beaucoup plus facilement ce qu'est la cécité d'inattention. Il s'agit du fait de ne pas remarquer un stimulus pourtant parfaitement perceptible. Ne pas percevoir un objet ou un son par exemple. Mais vous me direz que ça arrive tout le temps, et vous auriez raison. Cependant, la cécité d'inattention peut parfois être vraiment très puissante. Et cela grâce à 2-3 petites choses que sont la charge cognitive, la remarquabilité, la capacité d'attention et l'anticipation. Donc si vous vous concentrez trop, votre cerveau devra diminuer votre perception, vous remarquerez donc moins de choses de ce qui vous entoure pour ne pas dépasser la charge cognitive totale. La remarquabilité, quant à elle, est la caractéristique d'une chose à se faire remarquer. Plus sa remarquabilité est forte, par exemple une source lumineuse clignotante, plus vous le remarquerez facilement. Les objets ou autres ayant une remarquabilité faible, quelque chose se mêlant au décor, par exemple un livre dans une bibliothèque, ne se remarquera pas facilement. Créant donc une cécité d'inattention de faible intensité si l'objet a une remarquabilité faible, tandis que si vous ne remarquez pas une chose ayant une remarquabilité forte, vous êtes dans le cas d'une cécité d'inattention poussée. Mais vous ne pouvez pas le savoir. S'ensuit la capacité d'attention. Il s'agit de la quantité d'attention qu'une tâche vous demandera pour être réalisée. Étroitement lié à la charge cognitive, c'est lorsque la capacité d'attention est trop élevée que la charge cognitive doit se délester de la perception. Chaque tâche ne demandera pas la même quantité d'attention pour chaque personne. Par exemple, si vous demandez à un musicien débutant de jouer une petite mélodie, il devra beaucoup plus se concentrer qu'un musicien professionnel qui la jouera mécaniquement. Et enfin, l'anticipation consiste à se concentrer non pas sur une chose présente, mais sur une chose qui le sera potentiellement dans un avenir proche. Et vous faites abstraction de tout ce qui ne correspond pas aux caractéristiques pour mieux la trouver. Vous donnez rendez-vous à un ami, vous arrivez en avance, vous commencerez donc à le chercher. Il vous dit qu'il viendra à vélo. Les voitures qui passeront ne seront perçues que rapidement, vous n'en verrez donc que la couleur ou la forme globale. De même que pour les piétons, vous n'y prêtez pas attention. Par contre, si vous voyez ou entendez la sonnette d'un vélo, vous regarderez plus attentivement pour essayer de reconnaître la personne qui le conduit.
Si finalement votre ami arrive en voiture, il est probable que vous ne le remarquiez pas car vous ne faites ni attention aux voitures ni attention aux passants. Vous le remarquerez donc lorsqu'il sera juste devant vous ou qu'il vous appellera, augmentant ainsi sa remarquabilité. Ça va, pas trop mal au crâne? Des maux de tête? Ainsi vous connaissez les 4 facteurs déclencheurs de la cécité d'inattention. Mais cela est inutile. Car l'une des spécificités de cette cécité est que même si vous savez tout d'elle, vous ne pouvez pas empêcher qu'elle se crée. Et même lorsqu'elle est présente, vous ne pouvez pas savoir que vous en êtes victime, car vous ne pouvez pas constamment vous demander si vous voyez tout ce que vous pouvez voir et que vous ne passez à côté de rien. Vous ne pouvez vous en rendre compte que si par la suite vous remarquez que vous n'avez pas remarqué quelque chose d'emblée. Par exemple, quand vous remarquez subitement la présence d'une personne, soit elle s'est téléportée, soit vous ne l'avez pas vue arriver, votre cerveau efface évidemment la première hypothèse qui est improbable. Comme vous ne pouvez pas savoir être victime de cette cécité, les expériences sont donc simples. Il en existe toute une flopée plus ou moins longue et poussée, avec ce qui en découle, des pourcentages. Ces expériences que je ne vais pas toutes citer ont permis de mettre plusieurs choses en avant. L'expérience la plus connue est celle-ci que je vais vous montrer immédiatement. Le but est de compter le nombre de passes de l'équipe blanche. Elle est relativement courte et ne fonctionnera sûrement pas très bien sur vous, car comme je viens de tout vous expliquer, vous allez chercher ce qui cloche dans la vidéo qui va suivre. Il se peut que vous ne trouviez pas l'élément, mais les statistiques seront faussées. La réponse est 13 passes, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous importe. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a un gorille qui est passé au milieu du terrain. Ou du moins, une personne déguisée en gorille. Cette vidéo a permis de mettre plusieurs choses en avant durant les différents tests auxquels elle a contribué. Le premier était de faire compter le nombre de passes à des groupes de personnes d'âge différentes. 38% des adultes ont remarqué la présence du gorille, contre 35% chez les ados et 0% chez les enfants. En revanche, personne ou presque ne s'est trompé sur le nombre de passes. On peut assez simplement en déduire que l'âge joue un rôle dans l'attention portée aux différents éléments qui nous entourent. Cette vidéo a été passée une nouvelle fois sur 3 groupes de tests jouant au basket. Le premier groupe est un groupe d'adultes professionnels qui jouent depuis à peu près 10 ou 12 ans. Le second est un groupe d'adolescents amateurs jouant à peu près depuis 5 ou 6 ans. Et enfin, le dernier groupe sont des enfants qui ont 1 ou 2 ans d'apprentissage. 62% des professionnels adultes ont remarqué la présence du gorille, contre 60% chez les adolescents amateurs, et enfin seulement 18% des enfants débutants l'ont remarqué. Si on compare ces valeurs aux précédentes, on remarque qu'à âge identique, l'expérience du basket a permis de plus facilement remarquer la présence du gorille. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien parce que dans ce domaine, les joueurs ont mieux appris à se concentrer sur un terrain de basket et faire plus attention aux détails. Pour une seule vidéo, ça en fait des découvertes. Mais c'est pas fini. En effet, cette vidéo a été passée devant d'autres cobayes à qui on a analysé les mouvements oculaires. Et on a pu constater que ceux qui n'avaient pas remarqué le gorille l'avaient en moyenne fixé pendant 1 seconde. Si ça c'est pas flippant, vous voyez un truc, mais vous le voyez pas. Et bien voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à vous dire qu'à chaque fin d'épisode, je consacrerai quelques minutes à l'épisode précédent pour répondre aux questions que vous me posez dans l'intervalle de sortie des 2 épisodes. Je vous dévoilerai également l'élément ou la question que je cache dans chaque épisode qui est en rapport avec le sujet. Je vais donc dès à présent vous donner celui du syndrome de Gröger. Si vous n'avez toujours pas vu l'épisode, avant que je dévoile l'élément, cliquez ici pour le voir. Il se cachait à la toute fin de la vidéo. Lorsque je dis qu'il faut méfier lorsqu'on raconte des trucs, je raconte des trucs. Surtout sur internet, je suis sur internet. Et surtout lorsqu'on vous a déjà menti, car si on vous a menti une fois, pourquoi pas 2? Je vous ai déjà menti avec le syndrome de variabilité chronoceptionnelle. Je voulais donc vous faire douter de mes propos par cette ruse cachée. Et il le fallait bien, car le syndrome de Gröger n'a jamais été officiellement découvert. Il s'agirait plutôt d'une évidence née à partir d'autres phénomènes psychologiques qui ont été découverts, par exemple l'importance des mots et l'importance de la posture et de l'attitude qu'on tient. Ce nom lui a été donné par on ne sait qui car il n'est pas officiel, mais il lui a tout de même été donné pour lui apporter de la crédibilité, comme l'explique ce même syndrome. Ce syndrome est un exemple de ses propres effets. Si ça c'est pas trop la classe. Et je l'avais pris pour mon premier épisode car j'avais pensé quoi de mieux pour un premier épisode d'une chaîne YouTube que de mentir aux gens et de leur dire qu'on a menti et de surtout pas nous faire confiance. Comme il n'y avait pas de questions sur ce premier épisode, à mon plus grand étonnement car nous avons tout de même dépassé la barre des 3 abonnés, cet épisode est donc bel et bien terminé. Si vous avez trouvé l'élément caché de cette vidéo, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Le premier à l'écrire et à le trouver se verra offrir mes félicitations. Je sais c'est pourri mais c'est comme ça. Je vous invite donc à liker, partager, etc. Sur ce, à la prochaine.